Je suis Bruno Ferracci, actuellement président de la Société française des urbanistes. Et donc j'interviens pour le séminaire Robert Rosel au titre des urbanistes, ou au moins de ceux de la Société française des urbanistes. Autant parler d'abord de ce que c'est qu'un urbaniste, ou au moins de ce que c'est que l'urbanisme, et pour exprimer mon point de vue. Et la Société française des urbanistes a pour habitude de retenir comme définition de l'urbanisme celle qui est proposée par le Centre national des ressources textuelles et linguistiques, c'est un département du CNRS. Et la voici donc. L'urbanisme, c'est l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains en vue d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. Alors évidemment, je pense que peu de gens sont capables de maîtriser l'ensemble de ces techniques, et on dira que l'urbaniste, plutôt que de maîtriser l'ensemble de ces techniques, il en maîtrise une, parfois plusieurs, mais surtout, il maîtrise l'entrecroisement de ces arts, de ces techniques et de ces sciences. Et c'est le point de vue que je vais essayer de défendre ici, même si moi, ma compétence initiale, c'est celle d'un architecte, qui a évolué vers les questions d'urbanisme, et sans doute un économiste devenu urbaniste n'aurait pas le même point de vue, ou bien encore un sociologue, ou bien un paysagiste. Le thème proposé pour cette année pour les rencontres professionnelles du séminaire Robert Rosel, pour un réseau d'espace public accessible à tous. Alors tout simplement, je me suis posé la question d'abord du réseau d'espace public, et puis ensuite de l'accessibilité de l'espace public à tous. Alors, plutôt que de parler des espaces publics, moi je préfère parler de l'espace public, puisque a priori il est continu. L'espace public, c'est même sa caractéristique principale, c'est d'être continu. Je vais de Dunkerque à Marseille, j'utilise un seul espace. Simplement, il va prendre des figures différentes, des formes différentes, mais qui ont pu évoluer d'ailleurs au cours de l'histoire, mais qui quand même ont une espèce de permanence, puisqu'on parle toujours d'une rue, d'une place, d'une avenue, d'un boulevard, d'un cours, d'une esplanade, d'un parvis, que sais-je encore, et voire aussi d'une route, puisque l'espace public n'est pas seulement urbain, il peut être aussi rural, et la route en est un excellent exemple. Alors, il y a bien une espèce de bien commun, si je puis dire, qu'est l'espace public. Simplement, cet espace public, il supporte des flux de déplacement particuliers, et si l'espace public est continu, ces flux ne sont pas nécessairement continus. Et deux questions se posent. La première, c'est celle de l'interconnexion entre ces différents flux, et la deuxième, c'est celle de où est-ce qu'on les accepte dans la mesure, et c'est-à-dire où est-ce qu'on les accueille, où est-ce qu'on rend l'espace public accessible à ces différents flux, puisqu'il n'est pas toujours configuré pour les accueillir. Et donc une des questions que va se poser l'urbaniste, c'est est-ce qu'il y a lieu de forcer l'accueil d'un flux, parce qu'il est indispensable à cet endroit, ou bien au contraire, quel flux on accepte dans un espace public donné. Et ça, c'est une vraie question, parce que c'est celle de la continuité du réseau. C'est-à-dire que si l'espace public est continu, le réseau, lui, des flux n'est pas toujours continu. Et non seulement il n'est pas continu, mais il y a une tendance qu'on constate ces temps derniers, enfin ces décennies dernières, je dirais, qui est à filtrer le réseau. Alors, un exemple tout simple, c'est les autoroutes. Les autoroutes sont des espaces publics, même s'ils sont très spécialisés. Les autoroutes, dès qu'on met un péage, c'est un filtre sur le réseau. Et c'est un filtre par l'argent, par exemple. Je donnerai un autre exemple, les passages commerciaux, les galeries couvertes, il y en a des très beaux à Paris d'ailleurs, il y en a des plus récents et qui se multiplient dans les malls commerciaux, etc. Là, le filtre, c'est le vigile. Le filtre, c'est le contrôle horaire. Quelquefois, ces passages ont un rôle tout à fait important dans le maillage de l'espace public. Donc ça, c'est une question, c'est la première question que je poserai aux urbanistes, c'est quand on a un espace public, c'est quel réseau il supporte, quelle continuité on assure à ces réseaux, et si on filtre ou si on les filtre ou si on les bloque, pourquoi et avec quel intérêt. La deuxième question, c'est celle de l'accessibilité à tous de l'espace public. Alors, pour moi, ça recouvre deux notions. La première, c'est comment
dans un même espace, on accueille des flux et des modes de transport différents, avec les questions de sécurité évidentes qui se posent à partir du moment où ils ont des vitesses très différentes. Alors souvent on a tendance à répondre à ça en disant on va faire ce qu'on appelle le partage de l'espace public. Ce qui me paraît une notion assez dangereuse, dans la mesure où le partager l'espace comme on partage un gâteau quelque part, c'est aussi ségréger l'espace. Et il me semble que si on peut le comprendre pour des modes de déplacement comme les transports en commun, auxquels on demande évidemment une régularité telle qu'on peut supposer qu'ils aient besoin d'un site propre, c'est certainement moins vrai pour les autres modes de déplacement, y compris avec les risques de conflit piéton-voiture qui font qu'on aurait tendance à les séparer. Sans doute, dans certains cas, on a beaucoup plus intérêt à une mixité. Et donc, moi, je pense que la question en matière d'accessibilité de l'espace public à tous, c'est comment on accueille dessus le maximum de flux, et non pas en les ségrégeant, mais en leur permettant une mixité. Voilà. Et puis, la deuxième question, une fois réglé qui on accueille et comment on les accueille, c'est quelles adaptations éventuelles sont nécessaires sur l'espace public pour accueillir ces différents flux. Alors, j'ai cité les transports en commun, qui supposent des géométries très particulières de l'espace, des alignements droits, des courbes, des rayons de courbure, des clotoïdes et autres. Et puis, il y a à l'autre bout, si je puis dire, la sempiternelle question, mais sempiternelle n'a rien de négatif ou de péjoratif, de l'accueil des personnes handicapées, et notamment des personnes à mobilité réduite. Alors, on a une obligation réglementaire, législative et réglementaire d'adapter l'espace pour l'accueil des handicapés, qui me paraît tout à fait légitime, bien sûr, et qui, peut amener, quand elle est menée de manière un peu exclusive, c'est-à-dire de façon très technique, si je puis dire, sans l'entrecroisement des différentes disciplines qui concourent à l'aménagement de l'espace public. Donc, quand on aborde cette question de façon un peu excessivement technique, je dirais même techniciste, on a parfois des résultats qui sont décevants et qui pénalisent le reste de l'espace public. C'est les rampes qui viennent encombrer l'espace public, c'est des surlargeurs que comprennent parfaitement les PMR, mais que comprennent moins les piétons normaux, entre guillemets. Et donc, moi, il y a là un vrai problème qui nécessite que l'espace public soit pensé non pas comme une succession de flux à accueillir, mais encore une fois, dans sa mixité. Alors, j'aime bien citer une phrase de Paul Chemetov qui avait... alors lui, c'était un projet d'architecture, mais il avait eu sans doute quelques problèmes au moment du permis de construire avec la commission accessibilité. Et il présentait son projet dans une revue d'architecture. Et alors, il concluait sa petite note de présentation en disant « Le projet a beaucoup souffert d'une réglementation qui handicape l'espace de tous pour mieux nous culpabiliser de la détresse de quelques-uns. » Or, moi, j'aurais tendance à proposer de retourner le problème. C'est-à-dire qu'il faut profiter de l'occasion qui nous est donnée d'aménager l'espace public pour l'accueil des PMR, pour le penser globalement. Et en retournant la proposition de Paul Chemetov, j'aurais tendance à dire, pardon, il faut que je retrouve ma phrase, voilà, on a là une opportunité pour améliorer et mettre en valeur l'espace public de tous, afin de soulager la détresse de quelques-uns. C'est-à-dire que la question, c'est pas de faire comment j'adapte l'espace public aux personnes à mobilité réduite, la question c'est comment j'aménage, comment j'ai un projet global sur l'espace public dans lequel il y a aussi une place pour les personnes à mobilité réduite et pour les handicapés. C'est pas la même démarche et c'est celle que je propose en tant qu'urbaniste. Troisième point, après la question du réseau, après la question de l'accessibilité de l'espace public à tous, je propose d'aborder la question des documents de planification vis-à-vis de l'espace public. Alors, pourquoi cela? C'est parce que, bien souvent, l'image de l'urbanisme est associée à celle d'un producteur de documents de planification. C'est un de ses rôles, mais c'est loin d'être le seul, j'ai rappelé, c'est l'entrecroisement des multiples disciplines qui concourent à l'aménagement des espaces urbains. Alors, je me suis quand même posé cette question, et effectivement, les plus sont assez muets sur la question, sauf à travers les emplacements réservés pour des voiries nouvelles, pour améliorer, pour élargir par exemple des espaces publics existants, voire pour créer des aménités nouvelles, des parcs urbains, des jardins publics, etc.
Et donc, on parlera là de comment on améliore le maillage. Bon, c'est un début, dirons-nous. Les PDU, les plans de déplacement urbain, évoquent aussi la qualité des espaces publics, de l'espace public. Simplement, ils sont assez discrets sur la chose, me semble-t-il. J'ai consulté, avant de préparer cette intervention, le plan de déplacement urbain de la ville, de la métropole de Lille. On évoque dans ce plan de déplacement urbain la création d'un guide de conception de la rue. Simplement, elle est évoquée dans le plan de déplacement urbain, le guide de conception n'est toujours pas édité. Donc on a un relatif silence de ces documents de planification, ou alors on a affaire à des documents d'intention. La même métropole de Lille propose, en annexe à son poste, des cahiers de recommandations architecturales, paysagères et urbaines. Et effectivement, ces cahiers de recommandations abordent dans un chapitre la question de l'espace public, des voies nouvelles, etc. Mais on reste sur quelque chose qui est de l'ordre de la recommandation et on a l'impression d'une relative timidité de la puissance publique vis-à-vis d'une, je ne dirais pas d'une norme, mais en tout cas d'une volonté clairement affichée en matière de qualité des espaces publics. Et pourtant, les premières lois de planification qu'on doit à M. Cornudet, publiées en 1919 pour la reconstruction, avait cette dimension qualitative, puisque la loi Cornudet prescrivait pour les communes de plus de 10 000 habitants des plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Donc il y avait bien, dans ces documents de planification, une volonté d'amélioration de la qualité, alors de l'espace urbain tout entier, mais de l'espace public en particulier. Il se trouve que c'est une loi de 1919, que c'est bientôt son centenaire, dans une grosse année, et la Société française d'urbanisme se propose d'ailleurs à cette occasion de réfléchir à ce que pourrait être cette notion d'embellissement aujourd'hui dans les documents d'urbanisme, mais globalement dans la réflexion sur le développement urbain en général et sur la qualité des espaces publics en particulier.